J'ai laissé mon examen du cancer pour qu'ils le voient. Mais ils ont ignoré. Alors, je suis allée vivre dans un hôtel de luxe. Le bus a freiné brusquement. J'ai failli laisser tomber le dossier par terre. Je l'ai serré à 2 mains. L'autre portait les sacs de courses et une pochette en plastique de l'hôpital. J'essayais encore de trouver comment dire ces mots à voix haute. Cancer. Stade 3. Métastase discrète. Mais même avec le rapport médical ouvert, là, au milieu du salon, personne n'a rien demandé. Le dossier est resté sur la table pendant 3 jours. 3, personne n'y a touché. Personne ne l'a lu. Mais ils se sont plaints du gratin fade, de la serviette qui n'était pas à sa place, du dîner que je n'avais pas préparé parce que j'étais en oncologie pour une prise de sang. Le téléphone a sonné au milieu du bus bondé. La voix de Sandrine a déchiré le combiné. « Pourquoi n'es-tu pas allé chercher Hugo ? Il pleure à l'école. Tu n'as qu'une seule chose à faire, Hélène. » J'ai respiré profondément. Une seule chose à faire. Apparemment, même ma maladie n'était pas digne de perturber leur emploi du temps. J'ai essayé d'expliquer, mais elle m'a coupé. Je ne peux pas tout laisser tomber pour rattraper tes oublis, d'accord ? Daniel est en réunion. Et toi ? Eh bien, tu es juste à la retraite. Elle a raccroché. Et avant que je puisse reprendre mon souffle, un autre appel est arrivé. C'était mon fils. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ou tu deviens juste vieille ?» J'ai appuyé ma tête contre la vitre. Dehors, les lumières de la ville brillaient. À l'intérieur de moi, tout s'éteignait lentement. J'avais laissé un cri silencieux sur la table de ce salon. Ils avaient regardé par-dessus, mais personne n'avait entendu. Et c'est là, dans ce bus étouffant, que j'ai compris. Si personne ne voit ta douleur, il est peut-être temps de disparaître avec elle, ou de l'emmener ailleurs, un endroit où le silence ne serait pas une punition. Si cette histoire vous a déjà captivé, imaginez la suite. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Je m'appelle Hélène. J'ai 65 ans et toute une collection de silences avalés. Pendant des décennies, j'ai été l'épouse d'Alain. La mère de Daniel et Nathalie, la grand-mère d'Hugo et Louise, femme au foyer, aide-soignante, infirmière improvisée, cuisinière par obligation, psychologue sans diplôme, tout ça, sans salaire, sans remerciement, sans applaudissements. La seule chose qui n'avait jamais appartenu qu'à moi, c'était mon art, la peinture. Mais elle est restée enfermée dans un placard, à côté des tubes de peinture séchés, des toiles vierges et des rêves que personne ne jugeait importants. J'ai renoncé à ma première exposition parce que Daniel a eu la varicelle, puis ce fut la grippe d'Alain, puis l'enterrement de ma belle-mère, puis le bac de Nathalie, puis... je ne me souviens même plus. Je sais juste que lorsque j'ai regardé à nouveau, la peinture avait déjà durci. Je ne me plains pas. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mais ce que personne n'a jamais vu, c'est ce que j'ai perdu en cours de route. Ce n'est pas facile à dire. On se sent coupable. On a honte. On grandit en entendant qu'une bonne mère est celle qui s'efface, qu'une femme honorable est celle qui prend soin, que la vieillesse est synonyme de gratitude pour la paix. Mais quelle paix ? La paix, ce n'est pas manger seul dans la cuisine pendant que la famille dîne dans le salon. La paix, ce n'est pas être la dernière à se coucher et la première à se lever. La paix, ce n'est pas entendre « personne ne te l'a demandé » quand on a mal et qu'on n'a plus de voix depuis des jours. Et c'est ainsi que je suis tombée malade, en silence, en faisant tout correctement, pour ensuite entendre que j'étais bizarre et que je devais mieux prendre soin de moi. Le diagnostic est tombé un mercredi. Je suis sortie du cabinet du médecin avec le dossier à la main. Et dans ma tête, une seule question. Est-ce que maintenant, ils vont me voir ? Mais même pas. Même avec ce papier, là, imprimé, hurlant en lettres rouges, personne ne s'est arrêté pour me demander comment j'allais. Ils croyaient tout savoir de moi. Mais personne ne m'a jamais demandé ce qui me faisait souffrir, ce qui me manquait, ce dont je rêvais quand je ne repassais pas. Et maintenant je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un qui a trop attendu d'être entendu, d'être remarqué, d'être soigné. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est la même phrase, répétée par différentes voix. « Tu vas bien, n'est-ce pas ? Tu es forte, forte. » Le mot qu'ils ont enterré en moi pour ne pas avoir à regarder à l'intérieur. Mais même l'acier rouille quand on l'oublie sous la pluie. Et la vérité, c'est que je ne savais plus qui j'étais, jusqu'à ce bus, jusqu'à cet appel, jusqu'à ce moment où j'ai réalisé, il m'avait perdu.
Et moi, j'étais sur le point de me retrouver. Je ne voulais pas de pitié. Je n'ai jamais souhaité des yeux humides, ni de beaux discours, ni que quelqu'un m'appelle une guerrière. Ce n'était pas ça. Ce que je voulais était simple. Je voulais que quelqu'un me voie, mais pas comme la grand-mère efficace qui sait où se trouvent tous les papiers de la maison, ni comme la belle-mère sympathique qui aide pour le dîner de dernière minute, ni comme la retraitée qui a encore de l'énergie pour aller chercher son petit-fils à l'école. Je voulais que quelqu'un me regarde dans les yeux et me demande « Et toi, Hélène, comment te sens-tu » Je voulais que quelqu'un écoute la réponse, sans regarder sa montre. Mais je trouvais moi-même ce désir trop petit, égoïste même. Alors je me suis tue. Pendant des années, je n'ai dit que le strict nécessaire. J'ai ravalé mes larmes. J'ai fait semblant que tout allait bien. Et chaque fois que j'entendais « Il n'y a que toi » ou « On compte sur toi », je souriais, comme quelqu'un qui remercie pour un prix. Mais ce n'était pas un prix, c'était un fardeau. Ce que je voulais vraiment, c'était être légère. Je voulais ouvrir la fenêtre sans me presser, marcher dans la rue en regardant les arbres, peindre une toile sans être interrompu par « Maman, où est-ce que c'est ? Hélène, tu as vu ça ? Mamie, tu me prêtes ça ?» Je voulais du temps juste pour moi, un coin qui soit à moi. Mais chaque fois que ce désir me rendait visite, je le chassais avec culpabilité. Comment puis-je penser à moi, s'ils ont tant besoin de moi, pensais-je. Et c'est ainsi que j'ai tout reporté. Reporté le voyage dont je rêvais, reporté les cours de peinture, reporté même la consultation médicale, qui est ensuite arrivée avec cette enveloppe qui a tout changé. Le cancer m'a donné quelque chose que je n'attendais pas, la clarté. Ça n'a pas été immédiat, c'est venu petit à petit, dans les silences. Quand j'ai vu que personne n'avait lu le rapport, quand j'ai réalisé que le rôti trop cuit était plus important que ma fièvre, quand mon petit-fils m'a dit « Mamie, tu es triste parfois ?» et je me suis étranglée avec ma salive, parce que personne ne m'avait jamais posé cette question. Cette nuit-là, je suis allée dans ma chambre avec le rapport dans les mains. Je me suis assise au bord du lit. J'ai lu et relu, et puis j'ai pleuré. Mais ce n'était pas la peur du cancer. C'était le deuil de quelque chose que je n'avais jamais eu, la permission d'être soignée. Et là, j'ai compris. Mon plus grand désir n'a jamais été la guérison. C'était la liberté de choisir sans demander la permission, la liberté d'être dans leurs pensées, même quand je ne suis pas disponible, la liberté de dire « pas aujourd'hui » sans culpabilité. Mais il y avait encore une partie de moi qui résistait, qui disait « Hélène, tu es trop vieille pour tout changer ». Jusqu'à ce que je regarde le dossier avec le rapport et que je pense « s'il est vrai que mes jours sont comptés, pourquoi passer les derniers à être invisible ? Pourquoi continuer à mendier de l'attention là où on ne me voit que par nécessité ?» La douleur de la maladie était grande, mais la douleur d'être ignorée était plus grande, et c'est là que le désir est devenu une décision. Je n'allais plus attendre de questions, ni de gratitude, ni de considération. J'allais me donner ce que personne ne m'avait offert, un peu de paix, un peu de beauté, un peu de moi, même si c'était pour la dernière fois, ou peut-être pour la première. C'était un dimanche. La table était mise comme toujours. J'avais tout préparé la veille, même fatiguée. Je me sentais faible. La nausée ne passait pas. Les élancements dans l'estomac venaient par vagues. Mais malgré tout, j'avais fait le rôti préféré de Daniel. Je suis restée silencieuse pendant tout le déjeuner. J'ai espéré que quelqu'un le remarque. Le dossier avec le rapport était toujours sur l'étagère du salon, bien en évidence. Le même depuis mercredi. Louise est passée devant 3 fois. Hugo l'a utilisé pour poser son verre de jus. Alain m'a demandé si je pouvais ranger cette vieille paperasse. Personne n'a lu. Personne n'a demandé. Mais tout le monde a fait des compliments sur le dessert. Et s'est plaint que la viande était trop cuite. En fin d'après-midi, je suis allée sur le balcon. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule et je suis restée à regarder mes pieds, les veines saillantes, les ongles que je n'avais pas faits depuis des mois. Et j'ai entendu, depuis la cuisine, la voix de Daniel. « Maman est un peu bizarre, non ?»« Bizarre comment ?» a répondu Sandrine. « Je ne sais pas. Lente. Elle oublie des choses. Elle a l'air un peu dans la lune. Elle doit être déprimée, » dit la belle-fille avec dédain. « Elle ne sort jamais de la maison. Ce ne serait pas Alzheimer ?» J'ai retenu ma respiration. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils étaient si loin. Pas une seule seconde, ils n'ont envisagé que je pouvais être vraiment malade. Physiquement, gravement,
Cela m'a fait plus mal que n'importe quel diagnostic. Je suis retournée dans le salon. J'ai pris le dossier et je l'ai reposé sur la table. Je l'ai ouvert. J'ai laissé la page principale tourner vers le haut. Grandes lettres, en gras. Adénocarcinome, stade 3. Je suis allée à la cuisine ensuite, j'ai pris un verre d'eau, je tremblais. À mon retour, ils étaient tous dans le salon. La télé allumée, le match, des cris de supporters. Le dossier était toujours intact. Quelqu'un a vu les papiers de ma consultation ? Ai-je demandé, de la voix la plus ferme que j'ai pu trouver. Le silence est venu en premier. Puis, un regard de travers d'Alain. « Hélène, laisse ça pour plus tard. Va te reposer. On regarde le match. » Je suis restée immobile. Juste à regarder. La feuille blanche, l'encre noire, l'absence de regard, l'absence de tout. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. J'ai prétexté un mal de tête et je suis montée. Je me suis couchée tout habillée. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, mon cœur battait avec une étrange certitude. Je ne pouvais plus rester là. Pas seulement à cause de la maladie, mais parce que ce n'était plus un foyer. C'était un endroit où la douleur était invisible, où la femme qui avait toujours été là, prête, disponible, présente, était maintenant une gêne. Le lendemain, je me suis réveillée avant le soleil. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché « Hôtel de charme pas cher, France ». Puis, forfait pension complète, urgence. J'ai vu une image, une mer d'azur, un balcon avec un hamac, un petit chalet en bois avec des géraniums à l'entrée. Quelque chose en moi s'est allumé. Je suis descendue. J'ai fait du café pour tout le monde, comme toujours, mais je n'ai pas laissé de mots, je n'ai pas prévenu, j'ai juste pris le dossier et le courage qui me restait. Je suis montée dans le taxi avec une seule valise, les vêtements que je portais, une tenue de rechange, une paire de sandales, une trousse de toilette et le rapport. Le reste est resté pour ceux qui ont fait semblant de ne pas voir. Parce que maintenant, pour la première fois, je m'étais vue moi-même. Et ça changeait tout. Je suis rentrée à la maison 15 jours plus tard. Pas parce qu'il me manquait. Je suis rentrée parce que la doctoresse a appelé. Il fallait programmer la biopsie. Les résultats étaient avec moi. Et par-dessus tout, j'avais encore peur. Peur de mourir. Mais ce qui m'effrayait plus que la mort, c'était de mourir là. De cette façon. Éteinte. Invisible. Je suis arrivée un samedi, vers 7 heures du soir. La rue était sombre. La lumière du porche éteinte. La même maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Mais soudain, tout semblait étranger. Froid. Comme si j'étais une inconnue. J'ai sonné. J'ai attendu. Rien. J'ai utilisé ma clé. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entrée. L'odeur était différente. Un parfum sucré, écœurant. Rien de moi. Rien de familier. La télé allumée à plein volume. Une chanson populaire. Des rires. J'ai traversé le salon à pas lents. Je suis arrivée dans la cuisine. Et là, je me suis figée. Au bout de la table était assise Sylvie. Sylvie, l'ex-petite amie d'Alain. Celle qu'il disait n'être qu'un vieux souvenir. La même qu'il avait juré ne plus jamais revoir. Elle souriait, un verre de vin à la main, portant mon chemisier à fleurs, celui que j'avais oublié sur le fil à linge. De l'autre côté de la table, mon mari, riant, une bouteille à la main. « Hélène ?» dit-il en me voyant. « Tiens, tu es rentrée ? C'était ça, 2 enfants, toute une maison entretenue par moi, 40 ans de mariage, et je reçois un « Tiens, tu n'as pas répondu à mes appels. On s'est inquiété, » dit-il, essayant de paraître offensé. J'ai regardé Sylvie. Elle me fixait avec un air de mépris, comme si c'était elle la maîtresse de maison. La porte était ouverte. Ai-je murmuré. « Ah, oui ?» Sylvie ne se sentait pas bien. « Je lui ai demandé de se reposer ici, » répondit-il, comme s'il expliquait quelque chose de banal. « Se reposer, dans ma cuisine, avec mon verre, avec mon chemisier. »« Et les enfants ?» ai-je demandé d'une voix à peine audible. « Ils sont partis à la campagne avec Daniel. Sandrine est partie aussi. Il ne pensait pas que tu reviendrais, tu sais ? Le mot « pensait » m'a giflé. « Où est mon dossier ? Les résultats ?» ai-je demandé en essayant de ne pas trembler. « Pour cette paperasse ? Ça doit être sur le frigo, » dit-il en prenant une cigarette. Sylvie a ri doucement, lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a eu un petit rire étouffé. Je suis restée plantée au milieu de la cuisine. Le même sol que j'avais nettoyé 1000 fois.
le même évier où j'avais passé des nuits à faire la vaisselle, pendant que tout le monde dormait. Et maintenant, j'étais une visite inopportune. Tu aurais pu prévenir, Hélène. On est en train de réorganiser la maison. Tu es partie sans rien dire. Sylvie est venue m'aider pour quelques trucs. De l'aide? Mon corps entier tremblait. Et mon diagnostic? Ai-je lâché, sans réfléchir. Il a froncé les sourcils. Sylvie a cessé de sourire. Quel diagnostic? Cancer. Stade 3. Métastase. Le silence fut absolu, pendant 2 secondes. Puis, il s'est gratté la tête, a ri nerveusement. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu as vu le dossier? Il était dans le salon, pendant des jours. Oh, Hélène, tu as toujours été dramatique. Ma poitrine a brûlé. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, il y a des tampons, des signatures, tout. Et tu me traites de dramatique? Il s'est levé. Écoute, Hélène, si c'est vrai, bien sûr qu'on va t'aider. Mais tu ne peux pas balancer ça comme ça, au milieu de la nuit, comme si c'était de notre faute. Ce n'est pas une faute, ai-je dit, à voix basse. C'est juste de la douleur. Il a soupiré. Tu as disparu. On a cru que tu avais pété les plombs. Sylvie a regardé sa montre, a pris son sac. Je crois que je vais monter, Alain. Monter? Monter où? Dans ma chambre? Sur mon oreiller? Elle ne dormira pas ici, ai-je dit, fermement. Ne commence pas, Hélène, dit-il, la voix dure. L'ambiance que tu as apportée ne suffit pas? Ce que j'avais apporté? Ce que j'avais causé? Il s'est approché, a baissé le ton. Je sais que tu es à fleur de peau. Mais on ne va pas transformer ça en cirque, d'accord? Un cirque? Ai-je chuchoté. J'ai un cancer, Alain. Je ne l'invente pas. Il a ri, sans humour. Peut-être, mais la façon dont tu as disparu, en laissant tout en plan, on a dû s'adapter. Sylvie m'a beaucoup soutenue. Soutenue? J'ai reculé de 2 pas, hébété. Sylvie montait déjà les escaliers. Et Sandrine? Et Daniel? Ils savent? Bien sûr. Ils ont pensé qu'il valait mieux que tu te reposes un peu loin. Ils ont dit que tu étais instable, malade, éteinte, invisible. Je me suis adossée au mur. Mes jambes ne me portaient plus. Je les regardais. Je n'ai plus vu l'homme que j'avais connu. J'ai seulement vu un étranger, et une femme qui portait ma vie comme un peignoir. Il a tendu la main. On parlera demain. Tu as besoin de te reposer. Je n'ai pas répondu. Je suis montée. Je suis entrée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Et alors, je me suis effondrée. J'ai fermé la porte à clé. J'ai appuyé mon front contre le bois. L'odeur de vernis ancien, mêlée au parfum bon marché de Sylvie, m'a donné la nausée. Mes genoux ont fléchi. Je me suis assise par terre. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée à fixer le vide, comme si mon corps était là, mais que j'étais déjà partie. Je me suis relevée lentement. J'ai marché jusqu'au miroir de l'armoire. Mon reflet m'a effrayée. Des cernes profonds, la peau jaunâtre, les yeux ternes. Même moi, je ne me reconnaissais plus. Était-ce bien là la femme qui passait des heures au fourneau à préparer des plats que personne ne complimentait? Qui se levait avant le soleil pour organiser une maison qui ne lui faisait pas de place? J'ai ouvert le tiroir. Elle était là, ma boîte de peinture, desséchée. Des pinceaux durcis, comme ma gorge. Derrière, le dossier. Je l'ai pris avec précaution, comme on tient un corps blessé. Je me suis assise au bord du lit. J'ai respiré profondément. Je l'ai ouvert. Il était là. Le diagnostic, froid, cru, incontournable. Ce bout de papier qui criait ce que personne n'avait voulu entendre. Je suis restée des heures ainsi, à me souvenir. Le moment où j'ai reçu l'enveloppe au cabinet. La doctoresse parlant avec douceur. « Hélène, il faut agir vite. Mais il y a encore une chance. » Le son de mon cœur qui s'accélère. Les lumières de l'hôpital qui tremblent. La sensation de sombrer. Seule. Et maintenant, ici, chez moi, avec une femme qui porte mon chemisier. Mon mari qui fait semblant que tout va bien. Mes enfants qui me traitent d'instable. Comme si la maladie était un caprice. L'humiliation n'était pas seulement le mépris. C'était la normalité. La facilité avec laquelle ils m'avaient effacé de leur routine. Là, assise dans le noir, j'ai compris. Je ne leur manquais pas. Ils n'avaient pas senti mon absence. Ils s'étaient simplement réorganisés. Mon petit-fils n'avait pas demandé après moi. Personne n'avait appelé l'hôpital. Personne n'était allé chercher mes médicaments. Ils avaient juste continué, comme si je n'avais jamais vraiment existé. Et ça m'a brisé en 1000 morceaux. Si petit,
que je ne savais même pas s'ils pouvaient être recollés. J'ai ouvert mon téléphone. 23 messages non lus, la plupart de Sandrine. Tu as disparu. Tu m'inquiètes. Quand est-ce que tu rentres? Tu manques à Hugo. Mais aucun d'eux ne disait « Tu vas bien ?» Je n'allais pas répondre. Pas encore. Je suis retournée vers le miroir. Je me suis passé la main dans les cheveux. Ils tombaient plus vite que prévu. Je me suis souvenue du foulard que j'avais acheté en cachette. Bleu marine, avec des fleurs. Je ne l'avais même pas encore porté. J'ai ouvert l'armoire. J'ai pris le foulard. Je l'ai mis sur ma tête. Je me suis regardée de nouveau. Cette fois, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une femme qui avait déjà trop supporté. Et j'ai réalisé que quelque chose de nouveau naissait là. Pas de la colère, pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus froid, de plus puissant. C'était de la clarté. Je n'allais pas m'excuser d'exister, ni supplier qu'on prenne soin de moi, ni pleurer devant ceux qui s'étaient moqués de ma douleur. Ils pouvaient continuer à faire semblant que je n'existais pas. Mais maintenant, je connaissais ma valeur. Je savais ce que je méritais. Et plus important encore, je savais ce que je n'accepterais plus. J'ai repris mon téléphone, j'ai tapé « Hôtel avec bungalow individuel, pension complète, départ immédiat ». J'ai cliqué sur la même annonce. Il y avait une place. Dernière chambre. J'ai payé en silence. La réservation était faite. Demain matin, je partirai. Cette fois, pour ne plus jamais revenir. J'ai pris une valise, j'y ai mis des vêtements légers, le foulard bleu. Un vieux tableau que j'avais peint et jamais montré à personne. Et le rapport. Je suis descendue d'un pas ferme. Il dormait. La maison, sombre. La même maison qui m'avait vu tant faire et qui maintenant feignait mon inexistence. Je suis passée par la cuisine. J'ai pris une pomme. J'ai écrit sur un post-it. Je ne mourrai pas ici. Je l'ai collé sur le frigo. J'ai fermé la porte avec soin. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. L'air était frais. J'ai respiré profondément. Et avec la valise à la main, j'ai pensé, peut-être, que l'humiliation a été le coup de pouce dont j'avais besoin. Parce que, pour la première fois, je ne me sentais pas faible. Je me sentais libre. Le taxi est arrivé avant 6 heures. Le chauffeur était un jeune homme silencieux. Il ne m'a pas demandé où j'allais. Il a juste pris ma valise et l'a mise dans le coffre. Je suis montée et j'ai fermé la porte doucement, comme si le moindre bruit pouvait réveiller les fantômes de cette maison. La rue était encore déserte. Le jour se levait paresseusement, et les fenêtres fermées des maisons voisines me semblaient être les tombes de routine que je ne voulais plus. La voiture a continué en silence. Je regardais par la fenêtre, sans savoir exactement quoi ressentir. De la peur, du soulagement, de la culpabilité, peut-être un peu de tout. La réservation était pour un hôtel dans une petite ville de la côte. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Mais l'image du balcon avec le hamac m'était restée en tête depuis la première fois que je l'avais vu. En chemin, j'ai reçu le premier appel. Daniel. J'ai laissé sonner. Puis, Sandrine. Puis, Nathalie. Tous à la suite. Tous sans réponse. Finalement, un message vocal d'Alain. Hélène, où es-tu? Je viens de rentrer du travail et tu as encore disparu. Ça devient une plaisanterie. Sylvie a été très mal à l'aise avec ton mot sur le frigo. Tu dois arrêter ce drame. On veut t'aider, mais de cette façon, c'est difficile. Aider. Ils parlent toujours d'aider quand ils veulent qu'on continue à tout accepter en silence. J'ai effacé le message. La route est devenue plus belle quand la mer est apparue à l'horizon. Bleue, calme, si différente de ce que je ressentais à l'intérieur. Quand le taxi s'est garé devant l'hôtel, mon cœur s'est emballé. C'était réel. Un portail en bois, entouré de géraniums rouges. Des bungalows disséminés sur une pelouse propre et silencieuse. En fond, le bruit de la mer. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'entrer dans un lieu où personne ne connaissait mon nom, où je n'étais la mère de personne, ni l'épouse, ni la grand-mère, ni la domestique déguisée en parente. J'étais juste Hélène. À la réception, une jeune femme m'a accueillie avec un sourire sincère. Sol en pierre, odeur de lavande. Un autre monde. Votre nom complet, s'il vous plaît? Hélène Mendes. Un instant, Madame Mendes. Ah, voilà. Chambre 14. Bungalow avec vue sur la mer. Voulez-vous de l'aide avec vos bagages? Non, merci. Elle m'a donné la clé. Et pour la première fois, une clé n'appartenait qu'à moi. Le bungalow était simple, mais accueillant. Un lit moelleux, des rideaux blancs, un fauteuil tourné vers la fenêtre. Sur le balcon, le hamac de la photo. Je me suis assise.
J'ai enlevé mes chaussures. J'ai senti le sol froid sous mes pieds. Et alors, j'ai pleuré. Mais c'était un pleur différent, un pleur de survivante. Cet après-midi-là, j'ai commandé un repas léger, salade au saumon grillé, jus de mangue. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée comme quelqu'un qui goûte à la vie pour la première fois. À la fin du repas, j'ai vu une femme s'approcher. Uniforme blanc, un badge accroché. Infirmière. « Madame Hélène ? » ? « Oui. Excusez-moi de vous déranger. J'étais à la réception quand vous êtes arrivée. J'ai vu le dossier médical. Je travaille ici comme infirmière de l'hôtel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Je suis dans le bungalow d'à côté. » Elle m'a tendu la main. « Je m'appelle Camille. » Je l'ai regardée. Jeune, mais avec des yeux matures. De ceux qui ont déjà vu la douleur. « Merci Camille. Vraiment. » Elle a souri et est partie. Et là, debout sur le pas de la porte, avec la mer au loin et une inconnue m'offrant une aide sincère, j'ai compris que l'inattendu s'était produit. Pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un m'avait vu, sans que j'aie besoin de crier, sans que j'aie à supplier. Elle m'a vu et elle s'en est souciée. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. Le vent est entré doucement, comme une caresse, et j'ai dormi, sans bruit de casserole, sans que quelqu'un claque la porte, sans reproche, sans silence pesant. J'ai dormi, et j'ai rêvé de moi. Peu à peu, la peur commençait à céder la place. Peut-être que j'étais encore en vie, pas seulement dans mon corps, mais à l'intérieur. Et peut-être, juste peut-être, que le meilleur était encore à venir. Si à un moment donné, vous vous êtes senti ignoré, utilisé ou oublié par ceux qui auraient dû vous voir plus que quiconque, cette vidéo est pour vous. Aimez et commentez ci-dessous. Peut-être que votre voix en inspirera d'autres à rompre le silence. Parce que parfois, c'est dans le commentaire de quelqu'un que l'on se retrouve. Je me suis réveillée au son de la mer. Pas un réveil, pas une casserole qui tombe, pas une voix qui crie mon nom avec empressement, juste la mer, constante, libre. Je me suis levée doucement. Mes pieds nus ont touché le parquet. La lumière du soleil filtrait à travers la fente du rideau, doré. Ça sentait le calme. Un matin nouveau. J'ai fait du café avec les capsules que j'ai trouvées dans le bungalow. Je l'ai bu sur le balcon, sans interruption, sans courir après quoi que ce soit. Camille est apparue en fin de matinée. Elle a frappé doucement à la porte. Elle tenait un presse-papier. « Je peux ? » ?»« Bien sûr. » Elle est entrée à pas léger. Elle souriait, mais ce n'était pas ce sourire de pitié. C'était quelque chose de respectueux. « J'ai lu votre diagnostic, » dit-elle. « J'espère que ça ne vous dérange pas. » J'ai secoué la tête. Ça n'avait plus d'importance. Il y a un médecin ici à l'hôtel. Si vous voulez, je peux prendre rendez-vous. Ce n'est pas un oncologue, mais il peut aider à gérer les symptômes. Merci Camille, mais pour l'instant, je veux juste respirer. Elle a compris. Quand vous voudrez parler, je suis dans le coin. Elle est partie sans se presser. Je suis restée. Et pour la première fois, au lieu de penser aux autres, j'ai pensé à moi. J'ai pris un des carnets du tiroir du bungalow. Il y avait aussi des stylos de couleur. J'ai commencé à écrire. De petites choses, des phrases en l'air, des mots qui me venaient. Aujourd'hui, le soleil semble m'avoir reconnu. Mon absence de là-bas devient ma présence ici. Je ne suis que moi, et ce n'est pas peu. L'après-midi, je suis allée à la plage. J'ai marché les pieds dans l'eau. Personne ne me pressait. Personne ne m'appelait. Personne ne demandait « Où vas-tu maintenant ?» Sur le sable, j'ai écrit mon nom avec mon doigt. Hélène. Et pendant quelques secondes, j'ai pleuré, mais pas de tristesse. C'était comme si je me rebaptisais. Là, seule face à la mer, j'ai compris que ma vie pouvait avoir un nouveau départ. Je n'avais pas besoin de foule. Je n'avais pas besoin d'autorisation. J'avais juste besoin d'espace. Je suis retournée au bungalow. J'ai pris la toile que j'avais apportée, les peintures. Certaines avaient durci, mais d'autres répondaient encore au contact du pinceau. J'ai posé la toile sur la table du balcon. J'ai commencé à peindre, sans hâte, sans peur. C'était une femme de dos, regardant la mer, les cheveux attachés dans un foulard bleu, le même que je portais. Chaque coup de pinceau me rendait un morceau de moi-même. J'ai peint jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Ensuite, j'ai pris une douche. Je me suis habillée avec les vêtements les plus légers que j'avais. Au dîner, je me suis assise seule. Mais je ne me suis pas sentie seule. Les gens autour de moi discutaient, riaient, trinquaient.
J'observais, je mangeais lentement, en savourant. Camille est passée près de moi, m'a fait un clin d'œil, a continué son chemin. Avant de dormir, j'ai allumé mon téléphone. Il y avait 36 messages non lus, tous de Daniel, Sandrine, Nathalie et 3 d'Alain. L'un d'eux, long. « Hélène, tu dois arrêter ça. Ce n'est pas sain. Cet isolement, cette fuite. Tu as une famille. Nous voulons t'aider. Rentre à la maison. Sylvie est déjà partie, si c'est ça qui te dérange. On peut parler calmement, mais arrête ce drame, s'il te plaît. » Je lisais ces mots comme on lit un scénario usé. Rien là-dedans ne me parlait vraiment. Il s'agissait d'eux, de leur malaise, du contrôle qu'ils avaient perdu. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'avais pas besoin de répondre. Je ne devais aucune explication. Ce qui naissait ici était à moi. Rien qu'à moi. J'ai éteint mon téléphone. J'ai coupé le Wi-Fi. Je suis allée sur le balcon. La toile était presque terminée. La femme du tableau avait de la couleur. Elle avait une expression. Elle avait de la vie. J'ai appuyé mon front contre la vitre. Le vent m'a frappé le visage. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'avais pas besoin d'être sauvée. Parce que, finalement, je m'étais choisie. Le soleil matinal entrait par la baie vitrée du bungalow, dessinant des reflets dorés sur le parquet. Je me suis assise à table, avec une simple tasse en porcelaine claire. Un petit geste, mais qui semblait être mon premier acte de liberté. J'ai sorti de ma valise l'enveloppe tachée. À l'intérieur, il y avait des papiers qui m'avaient toujours perturbée. Des certificats, des registres, des contrats. Le divorce, la vente de la maison, le partage des biens, tout était préparé. Je les ai posés sur la table, à côté du tableau que j'avais peint. Ce portrait de la femme de dos, regardant la mer, était le symbole de quelque chose qui était né en moi. Ils imaginaient que je reviendrais brisée, que j'implorerais, que je pleurerais. Mais la peinture sèche de la toile ne me rappelait pas la fragilité. Elle me rappelait la résistance. J'ai choisi le restaurant de l'hôtel pour déjeuner. J'avais réservé une table avec vue sur la mer. La brise faisait danser les serviettes. Je portais le contrat sous mon bras. Quand on m'a invité à m'asseoir, j'étais calme. J'ai commandé le plat du jour, des pâtes à la sauce légère et du champagne pour trinquer. Personne ne savait que cet instant était la fin d'un chapitre. Ils sont arrivés ensemble. Daniel a ouvert la porte avec l'air lourd de celui qui veut à la fois se justifier et accuser. Sandrine et Nathalie ont essayé de sourire. Un froid s'est installé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Daniel d'une voix contenue. « Je suis venu signer. » J'ai écarté le formalisme. « Le contrat est à ton nom. Il manquait ma signature. » Il s'est approché, a tenté de saisir l'enveloppe. « On peut discuter. Tout ça fait mal. On peut arranger les choses. Il n'y a plus rien à arranger. » J'ai retiré l'enveloppe de la table, je l'ai posée devant lui. Elle, Nathalie, a dit quelque chose comme « Maman, s'il te plaît », mais sa voix semblait lasse. « Vous pouvez manger si vous voulez. » J'ai désigné l'assiette. « Ou pas, c'est votre choix. » La mer se brisait au loin. Un silence pesant a commencé à se dissoudre. Ils l'ont regardé. Je me suis observée aussi, moi-même, dans le reflet de la fenêtre. « Pourquoi ce contrat maintenant ?» a demandé Sandrine avec une colère dissimulée. « Parce que tu ne m'as jamais demandé comment j'allais. » C'était si simple que ça semblait encore plus blessant. « On essaie d'aider », a-t-elle répondu froidement. « Vous pensez qu'aider, c'est contrôler. J'appelais ça prendre soin. Maintenant, j'appelle ça une prison. » Et puis, j'ai sorti de mon sac le tableau, la toile de la femme de dos. Je l'ai posé à côté de l'enveloppe. La chaleur a soudain envahi l'instant. Ils ne s'y attendèrent pas. Ils ont regardé l'œuvre. La peinture scintillait sous la lumière de fin d'après-midi. Les coups de pinceau crissaient de changements invisibles. Moi, libre. Cette femme, c'est moi, ai-je dit. Mais il y en a deux. Celle de là-bas et celle d'ici. J'ai signé le contrat en tant que celle d'ici. Daniel a dégluti. Nathalie a baissé les yeux. Sandrine a ravalé une larme qui n'est pas tombée. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils allaient renverser l'assiette de sauce, qu'ils allaient rire de moi. Mais personne n'a ri. Ils sont restés à regarder la toile, le contrat, la mer, moi. « On s'en va », a dit Daniel finalement. Il a tourné le dos. Est parti. Nathalie l'a suivi. Sandrine est restée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Tu me chasses ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Je me libère. » Elle a ravalé ses sanglots, a pris son manteau, m'a regardé une dernière fois et est sortie. Je suis restée là, dans le restaurant,
avec la brise et le soleil, et les pièces du passé près de moi. J'ai commandé un verre de vin rouge. Je me suis assise et j'ai bu lentement, savourant non pas le goût, la décision. Parce que le dépassement de soi, ce n'était pas le tableau, ni le contrat. C'était mon corps qui acceptait qu'il méritait la paix. C'était mon esprit qui comprenait qu'il méritait le repos. C'était mon cœur, même avec le cancer, qui découvrait qu'il pouvait se sentir vivant. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai entendu la mer. J'ai senti le vent. Le soleil a bougé, transformant les coups de pinceau de la toile en lumière. La toile était un miroir. Mais un miroir qui montrait ce que j'avais choisi d'être. J'ai acquiescé à moi-même. Cette femme existait pour de vrai. Et elle existait pour continuer à avancer. J'étais encore assise avec mon verre de vin quand j'ai senti un mouvement derrière moi. J'ai sursauté. Je me suis retournée lentement. Camille était là, tenant le sac du dîner que je n'attendais pas. Sur son visage, un mélange de pitié et d'admiration. Elle a ouvert le sac. « Je vous ai apporté votre plat préféré. Quand j'ai su, je pensais que vous seriez à la maison. » J'ai accepté d'un signe de tête silencieux. Elle s'est retournée et est partie sans rien dire. Je suis restée seule. La mer se brisait au loin. Le vent secouait les buissons de fleurs. J'ai tout observé avec les yeux de quelqu'un qui sait ce qu'il a perdu et ce qu'il a gagné. Peu après, un téléphone a vibré. C'était Daniel. Il est apparu sur le seuil du balcon, le visage tendu. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé en hésitant. J'ai soupiré. Il est entré. Il tenait son téléphone comme si c'était un bouclier. C'était le même fils qui m'avait traité de dramatique, qui avait fait semblant de ne pas connaître l'existence du rapport. « Je peux t'expliquer. » Il a commencé. Sa voix s'échappait, nerveuse. « Expliquer quoi ?» ai-je répondu. « Que la mère que tu as ignorée est devenue une dette dont tu t'es rendu compte trop tard. » Il a soupiré, a montré le tableau. « Cette peinture est magnifique. C'est toi qui l'as faite ? » « C'est moi. » Il a regardé les traits, la mer, le foulard bleu, le mouvement du hamac vide. J'ai toujours pensé que j'aurais su que cette femme était ma mère. Ses mots étaient simples, timides, mais sincères. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce qu'il n'y avait plus de voix à laquelle je voulais laisser la place. Il est resté immobile, les mains tremblantes. De l'autre côté de la porte, Sandrine est apparue avec l'enveloppe, le contrat, les papiers signés. Elle est entrée en silence. La belle-fille qui m'avait si souvent critiqué déposait là ce qu'il restait de la famille. Sandrine a regardé le vide et m'a regardé aussi. On aurait dû te voir. Avant tout ça. Sa voix s'est brisée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Daniel a dégluti. J'ai demandé au serveur un autre verre de vin. J'ai bu une autre gorgée avant de parler. Vous m'avez vu quand je suis devenu un problème. Quand j'ai cessé de servir. Maman, commence Daniel, mais il ravale sa phrase. Vous ne m'avez jamais demandé si j'allais bien. Vous ne m'avez jamais vu m'asseoir. Alors vous avez fait comme si je n'existais pas. Ils ont échangé un regard. Les deux connaissèrent la vérité qui flottait entre eux. Je vais rentrer à la maison, a dit Sandrine dans un souffle. Et je voudrais aider. On a eu tort. Pas d'aide, ai-je répondu fermement. Je veux une nostalgie respectueuse, une distance sincère. Que vous arrêtiez d'essayer de me faire entrer dans le moule que vous avez inventé pour moi. Elle a dégluti. On respectera ça. Daniel a hoché la tête. Alors pourquoi accompagner notre confusion ? Parce que vous avez une routine. Et j'ai demandé le silence. Les enfants ont baissé la voix. Maintenant, je ne te congédie pas, a dit Sandrine. Je dis que j'ai appris la valeur de l'espace. Exactement ce que j'avais appris, sans les mots. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux. Le vent soufflait sur le balcon. Le tableau tremblait avec la brise. « Maman, » a dit Daniel une fois de plus, « je peux te demander quelque chose ? Tu peux. Tu te permets de te réinventer ? » Il s'est raclé la gorge. De changer, sans culpabilité. Ces mots ont déchiré quelque chose en moi. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. « Je peux, » ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. « Et si tu veux qu'on vienne te voir, jouer aux cartes ?» Sandrine a ajusté sa voix. « Je comprends si tu veux qu'on reste loin. Demandez-moi simplement si je peux choisir. » ai-je dit, finalement. Ils se sont approchés. Daniel a offert sa main. Sandrine a posé son front sur mon épaule. La scène était silencieuse, sans drame, sans cri. C'était juste ce qu'il restait d'affection, s'il y avait jamais eu de l'affection. À ce moment, j'ai senti mes poumons se dilater. J'ai respiré profondément. Quand ils se sont éloignés,
J'ai demandé à la réception d'annuler ma réservation à l'hôtel. Je n'en avais plus besoin. Ma maison était maintenant ma toile, mes coups de pinceau, mon chemin. En revenant sur mes pas, j'ai laissé ma robe en lin flotter au vent. Le sable chaud s'enfonçait sous mes pieds. J'ai respiré la mer. Le décor avait changé. Mais ma place était devenue claire, à côté de la toile. La femme que j'avais peinte, c'était moi. Le tableau était mon miroir, mon chapitre. Il m'avait perdu, mais il m'avait retrouvé. Et moi, je ne me suis plus jamais perdu. Dans le rétroviseur de la salle à manger de l'hôtel, je vois encore leurs reflets, de petites silhouettes devenues de grandes ombres du passé, maintenant diminuées par la distance. Mais tout cela est resté derrière, parce que maintenant, j'existais entièrement, et je savais que, même malade, je pouvais briller. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence était un signe de force. J'ai cru que tout endurer en silence était une vertu, que ravaler ses larmes, étouffer ses douleurs, sourire en surface et aller de l'avant, était ce qu'une femme devait faire pour être aimée, respectée, vue. Mais la vérité, c'est que plus je me taisais, plus je devenais invisible. J'étais celle qui préparait les déjeuners, mais qui mangeait seule, qui éteignait toutes les lumières de la maison, mais qui dormait dans l'obscurité de l'oubli. Celle qui écoutait les confidences, mais ne pouvait pas parler. Celle qui entendait les « merci » du bout des lèvres, mais ne sentait jamais l'étreinte sincère. Et même quand mon corps a crié à l'aide, quand le cancer est arrivé, quand les douleurs sont apparues, quand le rapport était là, exposé au grand jour, ils n'ont toujours pas vu, parce que je ne me voyais plus moi-même. Il a fallu que je me retire, que je me cache, que je m'isole, pour me retrouver. Il a fallu qu'on m'efface complètement, pour que je me souvienne que je n'avais jamais cessé de briller. Aujourd'hui, je comprends. La douleur ne m'a pas diminué. Elle m'a révélé. Elle a révélé qui m'entourait par commodité, non par amour. Qui m'écoutait à la hâte, qui ne me voyait que par nécessité. Et plus que ça, elle m'a révélé à moi-même. J'ai découvert qu'à l'intérieur de moi, il y avait encore une femme entière. Une femme qui savait encore peindre, même avec les mains tremblantes. Qui pouvait encore sourire, même avec la peur de la métastase. Qui pouvait encore créer de la beauté, au milieu de la douleur. J'ai découvert que je n'étais pas ce que les autres disaient de moi. Je n'étais pas la fatigue dans le regard, ni les cheveux clairsemés, ni le corps endolori. J'étais ce qui restait, quand tout ce qui me définissait s'est effondré. Et ce qui est resté était fort, était solide, était libre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être seulement des semaines. Mais maintenant, chaque seconde a de la valeur. Pas parce que quelqu'un m'en a donné la permission, mais parce que je me suis donné le droit, moi-même. Le droit d'exister, le droit de dire non. Le droit d'être plus qu'un service, plus qu'une fonction, plus qu'un rôle. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande qui je suis, je n'hésite pas. Je suis Hélène Mendès. J'ai été mère, j'ai été épouse, j'ai été invisible. Maintenant, je suis une femme. Et pour la première fois, ça suffit. Après ce jour, je ne suis plus jamais retournée dans l'ancienne maison. Pas par colère, ni par orgueil, mais parce que j'ai compris que certaines portes, quand elles se ferment, c'est Dieu qui dit « Vas-y ». Ma fille Nathalie a encore essayé de me rendre visite 2 fois à l'hôtel. Elle est venue avec des fleurs, a apporté des photos des petits-enfants, s'est excusée à nouveau. Cette fois, j'ai accepté. Mais j'ai demandé que ce soit sur rendez-vous. Daniel n'est plus revenu. Il a envoyé un message à Noël. Une vidéo des garçons faisant signe à la caméra, disant « Mamie, reviens vite ». Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardé. Parce que même sans réponse, le geste avait de la valeur. Alain, je ne l'ai plus revu. On dit que Sylvie a quitté la maison, qu'elle est partie vivre avec sa sœur. Il vit seul. Certains voisins disent qu'il est devenu plus silencieux, plus amer. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne lui souhaite plus rien non plus. J'ai vendu ma part de la maison. J'ai acheté un petit atelier dans une ville voisine de l'hôtel, un endroit avec de grandes fenêtres et des murs blancs. J'y ai installé mon refuge. Je me suis mise à peindre tous les jours. Des femmes au foulard, des femmes de dos, des femmes en mouvement. La première toile que j'ai vendue, c'était celle-là, celle de la femme dans le hamac, regardant la mer. Une touriste américaine est passée devant la vitrine, s'est arrêtée, est entrée et a dit « It feels like freedom ». Et c'était exactement ça, la liberté.
Aujourd'hui, mon tableau le plus célèbre se trouve dans le hall d'entrée d'un hôtel de luxe. Il porte ma signature dans le coin. Hélène M. Je n'ai jamais été célèbre, mais maintenant, au moins, je suis reconnue. Mes journées sont simples. Je marche tôt sur le sable. Je prends mon café tranquillement. Je peins jusqu'à être fatiguée. J'écris des lettres que je n'envoie pas. Et quand la douleur frappe plus fort, je respire profondément. Parce que même la douleur, aujourd'hui, est mienne. Je me suis fait de nouveaux amis. Camille, l'infirmière, est devenue presque une fille. Elle m'aide avec les médicaments, mais elle m'aide aussi à rire. Avec elle, j'ai appris qu'être soignée n'est pas être faible. C'est être méritante. Redevenir moi n'a pas signifié oublier qui j'étais. Ça a signifié cesser de vivre en fonction de ceux qui ne me voyaient pas. Aujourd'hui, j'ai peu, mais j'ai ce qui compte. Mon nom, ma voix et mon miroir. Et chaque fois que je passe devant, je vois quelque chose qui me rend fière. Une femme qui, même malade, a fleuri. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'aimer, c'était s'effacer. Qu'être mère, c'était disparaître, doucement, pendant que les autres grandissèrent sur vous. J'ai pensé qu'il suffisait de me donner entièrement, qu'un jour, quelqu'un remarquerait, que moi aussi, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Mais personne ne remarque ce qu'on a l'habitude de recevoir gratuitement. J'ai été si généreuse avec les autres que j'ai oublié de l'être avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai appris que l'amour qui ne fait que réclamer et ne demande jamais si vous allez bien n'est pas de l'amour. C'est du confort, de la commodité, de l'égoïsme déguisé en affection. J'ai appris qu'on ne naît pas pour servir éternellement et qu'il n'est pas nécessaire de tomber malade pour être écouté. Mais, si ça arrive, que cette douleur devienne une force, que leur absence devienne un espace pour vous retrouver, que leur silence devienne votre courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous portez peut-être quelque chose de semblable. Peut-être que vous aussi, vous en avez assez de faire semblant que tout va bien, de tout gérer, d'être le pilier qui soutient le toit des autres pendant que personne ne soutient votre sol. Alors, écoutez bien ceci, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous n'êtes pas ingrate de vous choisir. Vous n'êtes pas égoïste de poser des limites. Vous êtes une femme. Et ça, c'est tout. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, commentez ci-dessous. Je n'attends plus d'être vue. Je me vois. Partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin de se souvenir qu'elle mérite d'être le centre de sa propre vie. Et n'oubliez jamais, parfois, c'est au moment où tout semble perdu que l'on se retrouve. Revenez ici chaque fois que vous oublierez qui vous êtes. Parce que moi, maintenant, je ne m'oublierai plus jamais.